Bonjour. Écoutez, je suis très content d'être là. Merci. Et en fait, je suis venu pour partager avec vous des bonnes nouvelles. Oui, enfin. Alors, effectivement, la première bonne nouvelle, elle me concerne plus particulièrement. J'ai le privilège d'être chercheur. Je fais de la recherche fondamentale en immunologie. Vous allez voir pourquoi ça va devenir important. Et en fait, la bonne nouvelle dont je viens vous parler, elle est assez peu fréquente dans le domaine qui va nous intéresser cet après-midi. Parce que le domaine dont je vais vous parler, vous le connaissez, malheureusement, c'est celui du cancer. Donc le cancer, c'est une maladie terrible. C'est une maladie, je serais encore une fois très surpris qu'il y ait personne, ou il y ait certains d'entre vous qui n'aient pas été directement ou indirectement confrontés à ces pathologies. Et vous savez que ces pathologies, non seulement elles sont douloureuses, pénibles, et quelquefois très sévères dans leur pronostic, mais les traitements qui les accompagnent ne sont pas dénués eux-mêmes de toxicité. Ces traitements, on les connaît, c'est la chirurgie, c'est la radiothérapie et c'est la chimiothérapie. Et dans tous les cas, ce qu'on essaye de faire avec ces traitements, c'est d'enlever la tumeur. C'est très intuitif, ça fait du sens, comme on dit en canadien. Il y a une tumeur, on essaye de l'enlever. Et en fait, ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'il existe une révolution thérapeutique qui existe dès aujourd'hui et qui permet de proposer de nouveaux traitements pour ce cancer, pour ces cancers. Et en fait, pour vous accompagner dans la compréhension de ces nouveaux traitements, je vais vous parler d'immunologie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immunologie ? L'immunologie, c'est la science qui essaye de comprendre l'immunité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immunité ? L'immunité, c'est l'ensemble des mécanismes qui nous permettent de lutter contre tout un tas d'agressions auxquelles on est soumis constamment. Par exemple, en ce moment, j'entends quelqu'un qui tousse, par exemple, en ce moment même, dans cette salle, deuxième, merci, nous sommes en train de lutter contre 2-3 maladies virales, 2-3 maladies bactériennes, un début de maladie parasitaire, mais rassurez-vous, ça va bien se passer. Et ça va bien se passer parce que vous avez un système immunitaire qui fonctionne. Et vous savez, le système immunitaire, il ressemble à beaucoup de choses très importantes dans la vie. C'est toutes ces choses dont on s'aperçoit qu'elles sont juste essentielles à nous-mêmes quand elles ont disparu. Et vous savez, dans mon domaine qui est celui de la médecine, la clinique met tout le monde d'accord. Dans la recherche, il peut y avoir des interprétations un peu compliquées, un peu acrobatiques quelquefois, mais la clinique, elle met tout le monde d'accord. Et la démonstration de l'importance de l'immunité dans le fait qu'on puisse vivre dans le monde qui est le nôtre, elle est donnée par des maladies génétiques, par la clinique. Vous avez tous entendu parler des bébés bulles, de ces bébés qui ont des systèmes immunitaires déficients parce qu'ils ont un gène qui n'est pas exactement conforme au gène que l'on a dans l'espèce. Et en fait, cette immunodéficience leur interdit de sortir de leur bulle parce qu'ils vont être vulnérables à l'ensemble des maladies microbiennes qui nous entourent. Donc moi, encore une fois, j'ai le privilège d'essayer de comprendre au niveau le plus fondamental les mécanismes qui nous permettent d'avoir un système immunitaire qui fonctionne. Alors, système immunitaire, cancer, comment ça se passe ? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer, mais ce que je suis venu avec, ce sont des illustrations, des diapos, pour que vous me croyiez. Pour que, quand je vous dis que c'est une révolution, vous savez que le nom de révolution est très galvaudé à l'heure actuelle. On parle de révolution, par exemple, quand on passe du petit iPhone au moyen iPhone. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle d'un jalon dans l'histoire de la médecine, même dans l'histoire de l'humanité, qui fait qu'on a passé une étape et qu'il y a avant et il y a après. Donc c'est ça dont on va parler. Et donc, je vais vous montrer des preuves, parce que je suis un scientifique,
Donc, je crois, les données. Vous savez, les données sont têtues quand même. Donc, il s'agit ici d'un cancer de la peau qu'on appelle un mélanome. Et c'est un cancer qu'on appelait avant cancer généralisé, vous savez. En fait, c'est un cancer qui est métastatique, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses sont allées ailleurs, coloniser d'autres tissus, comme là le foie, et vous voyez ici une métastase au niveau hépatique. Comme je vous l'ai dit, la plupart de ces pathologies, et vous le savez, elles sont malheureusement trop souvent en échappement par rapport aux traitements qui sont proposés. Et en plus, ces traitements ont des effets secondaires qui sont non négligeables. C'est le cas pour cette patiente. Et vous pouvez en juger par vous-même. Elle a échappé au traitement et vous pouvez voir ici donc une expansion assez considérable de la tumeur primaire qui s'accompagne aussi d'une aggravation de la métastase hépatique. Eh bien, il se trouve que ces patients qui sont en échec thérapeutique, ils peuvent rentrer dans des essais cliniques. Et les essais cliniques, là, sont des essais de ce que je suis venu pour partager avec vous, c'est-à-dire la reprogrammation du système immunitaire, de notre propre défense immunitaire, afin de lutter contre ces pathologies tumorales. Et le résultat, il est là. C'est-à-dire que vous voyez ici déjà une belle diminution de la métastase hépatique, et puis surtout, un jour, et cette patiente, elle se rappelle de ce jour, un jour, elle s'est réveillée, et sa tumeur était morte à côté d'elle. C'était la tumeur qui était morte, bien évidemment. Et vous pouvez voir donc le résultat ici. Et aussi, ça s'accompagne d'une disparition de la métastase hépatique. Ça, c'est une vraie révolution. C'est une révolution thérapeutique. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ensemble comment ça marche. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est très intuitif, très facile à comprendre. Mais il y a aussi une autre bonne nouvelle derrière, et je vous la garde pour la fin, mais il faut que vous soyez attentifs. Donc, ce qu'on a essayé de faire, et quand je dis on, c'est collectivement, en fait, c'est 40 ans, 4 décennies de recherche en immunologie purement fondamentale. Ce qu'on a essayé de savoir, c'est comment s'organisait la réponse immunitaire. Donc, la réponse immunitaire, on peut l'observer, on peut la disséquer, on peut essayer de la comprendre à plusieurs échelles. La première échelle, c'est celle de l'organisme. Donc là, l'échelle d'observation, c'est le mètre. Quand on travaille dans des modèles de souris, ça peut être le centimètre, c'est-à-dire le centième de mètre. Mais quand on comprend un peu l'anatomie du système immunitaire, ensuite on peut essayer de s'intéresser à une autre échelle, c'est-à-dire l'échelle des cellules qui sont vraiment à l'action dans cette réponse immunitaire. Voici par exemple une cellule tumorale, mais on découvre qu'il y a des cellules comme des lymphocytes par exemple, et qui peuvent éventuellement reconnaître ces cellules tumorales. On est vraiment à cette échelle. Là, l'échelle, c'est le micromètre. C'est le millionième de mètre. Et vous voyez, ce qu'il y a de fabuleux dans le métier que je fais, c'est qu'on peut essayer aussi de comprendre à une échelle encore plus petite. C'est-à-dire l'échelle 3 log en dessous du millionième de mètre, c'est-à-dire le nanomètre. Et là, on est à 1 milliardième de mètre. Et on s'aperçoit qu'en fait, les cellules du système immunitaire sont équipées de récepteurs. De récepteurs, comme vous voyez ici, là, un récepteur activateur en vert, qui est une molécule qui va permettre aux lymphocytes, donc la cellule du système immunitaire, de dialoguer avec l'extérieur. Et là, en l'occurrence, avec la cellule tumorale. Et donc, une étape absolument importante dans ce que j'essaye de vous transmettre aujourd'hui, ça a été de s'apercevoir qu'il y avait en fait 2 types de récepteurs. Des récepteurs activateurs, on va dire que ce sont des accélérateurs, et puis des récepteurs inhibiteurs, on va dire que ce sont des freins. Et en fait, pour filer la métaphore, on va dire que la cellule d'en face, là en l'occurrence la cellule tumorale, elle va pouvoir agir sur cet accélérateur, sur ces récepteurs activateurs, avec des espèces de pieds moléculaires, et puis d'un autre côté, elle va pouvoir aussi agir sur les freins avec un autre pied moléculaire. Et donc vous voyez que la manière dont le lymphocyte va pouvoir réagir quand il va rencontrer une cellule tumorale, ça va être fonction du niveau d'activation qu'elle va le recevoir, de l'accélération ou de l'inhibition. Autre point maintenant extrêmement important dans la démonstration. Mais il se trouve que le système immunitaire, il n'est pas simplement bon à éliminer des pathologies microbiennes, virales, bactériennes, parasitaires, il est aussi très bon à éliminer des cellules tumorales. Il a été sélectionné depuis à peu près 500 millions d'années pour lutter contre tout. C'est un système de défense multicarte. Il nous défend en ce moment même aussi contre des débuts de tumeurs. Rassurez-vous, ça va bien se passer. OK ? Mais alors, si le système immunitaire est si performant, comment ça fait qu'on a des cancers ? Et c'est ça qui était très important, c'est de s'apercevoir que quand il y a
une cellule tumorale, quand il y a un environnement tumoral, il y a beaucoup plus de signaux inhibiteurs qui sont donnés, qui sont transmis au système immunitaire de manière générale. C'est comme si la cellule tumorale, elle appuyait plus sur le frein que sur l'accélérateur. Et donc on a un système dans lequel le système immunitaire est là, mais en fait il est endormi, un peu comme la Belle au bois dormant. Donc la Belle au bois dormant, tant qu'elle n'est pas réveillée, elle ne sert pas à grand-chose. Alors, on va arrêter l'exemple à ce stade. Autre élément de la démonstration qui est très important. Maintenant qu'on sait tout ça, maintenant qu'on a donc disséqué le système immunitaire, encore une fois de manière purement fondamentale, est-ce qu'on peut avoir l'ambition de transformer ces résultats fondamentaux en démarche thérapeutique ? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle de la recherche translationnelle ? Est-ce qu'on peut traduire ces résultats fondamentaux en thérapie ? Eh bien, encore une fois, c'est très intuitif. La réponse, elle est bien sûr oui. Et comment on pourrait faire ? On pourrait faire en essayant de couper les freins, de lâcher les freins. Et ça, on peut le faire parce qu'on a la chance d'avoir des anticorps. Alors les anticorps, encore une fois, on en a tous. Ce n'est pas ces anticorps-là dont je parle. Il se trouve que, et je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire, bien que j'en meure d'envie, c'est que les anticorps qu'on a tous dans notre corps, en fait, on sait les faire à l'extérieur. On sait les faire dans des usines à faire des anticorps. C'est un processus qui est totalement maîtrisé au niveau industriel. On peut faire des kilogrammes d'anticorps. Et ce qui est génial, la beauté en fait de l'anticorps, elle réside dans le fait que cette molécule, elle est extrêmement spécifique de ce qu'elle reconnaît. En fait, l'anticorps, il va pouvoir cibler une molécule et pas une autre. Par exemple, donc, on va pouvoir générer des anticorps du point de vue industriel, encore une fois, au niveau industriel, qui vont reconnaître soit les récepteurs activateurs, soit les récepteurs inhibiteurs. Évidemment, ce qu'on va faire dans notre cas, dans le cas du cancer, on va vouloir réveiller la Belle au bois dormant. On va vouloir donc lâcher les freins. On va donc faire un anticorps de telle manière qu'il puisse bloquer les récepteurs inhibiteurs et ainsi réveiller le système immunitaire endormi. Eh bien, le résultat, vous l'avez vu, c'est le résultat clinique que je vous ai montré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé par une recherche purement fondamentale, qui n'a jamais été guidée par le désir de soigner le cancer, qui a juste été guidée par la curiosité qui fait que l'homme est homme et qu'il a envie de comprendre le monde dans lequel il vit. Et nous, biologistes, on essaye de comprendre le monde vivant plutôt que le reste de l'univers. Eh bien, grâce à ces recherches fondamentales, on a pu mettre en évidence l'ensemble de ces processus et passer de cette connaissance à la génération de nouveaux médicaments. Alors, ces médicaments, encore une fois, ils existent. Ils sont déjà en clinique, disponibles pour certains d'entre eux, et les autres sont en essai clinique. Et on assiste à une révolution, je l'ai déjà dit, mais et ce mot a déjà été utilisé dans les présentations précédentes, on assiste vraiment à une rupture de paradigme. C'est-à-dire que c'est un moment dans l'histoire de l'humanité qui est un moment irréversible, dans lequel un champ, là, celui de la cancérologie, a été dévié. Il reste bien évidemment les traitements dont certains marchent très bien, qui consistent en chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie aussi. Mais il y a un autre champ qui est apparu, et donc l'ensemble du champ se dévie maintenant vers ce qu'on appelle l'onco-immunologie. C'est carrément une nouvelle science qui est apparue. Et toutes ces découvertes, en fait, elles ont, du point de vue clinique, même pas 10 ans d'ancienneté. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que l'ensemble de ces découvertes est un pur produit de la recherche fondamentale. Et c'était ça mon autre bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, donc, c'est de dire que la recherche fondamentale est juste fondamentale. C'est elle qui est la source des révolutions aujourd'hui qui peuvent prendre en charge ces traitements. Et c'est ça que je voulais partager avec vous, et j'espère que vous êtes aussi fascinés par le vivant, aussi émerveillé par les découvertes de la recherche et la prise en charge des cancers. Merci beaucoup pour votre attention.